L'union politique, cette chose impossible, se rassembler, se regrouper, faire cause commune en politique est loin d'être simple, pour ne pas dire difficile. Mais pourquoi est-ce si dur? L'union présente quelques avantages, c'est vrai, mais les écueils ne manquent pas et expliquent ainsi les difficultés qu'ont nos politiques à s'unir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Ch'ti Rédac. Comme vous l'aurez compris, on va parler politique. Nous sommes en 2021, année électorale, donc nous voterons au mois de juin si la situation sanitaire nous le permet, bien sûr, aux élections régionales et départementales. Les partis politiques fourbissent d'ores et déjà leurs armes et une question revient souvent: doit-on s'unir pour augmenter nos chances de gagner? C'est dans cette optique que l'année dernière, lors des élections municipales, les Républicains avaient décidé de conclure des alliances avec La République En Marche. Objectif, s'allier pour engranger plus de voix et donc, in fine, conquérir de nouvelles mairies. Pour le parti de droite comme pour le parti présidentiel, ces mariages n'ont pas eu l'effet escompté. C'est ce que déplore le président des Républicains, Christian Jacob. À chaque fois que nous nous sommes alliés à eux, nous avons perdu, affirme-t-il, et de poursuivre. En revanche, nous avons gagné sans eux dans 95% des cas. Comprenez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. 2022 n'étant jamais loin, s'unir avec La République En Marche serait pour les Républicains délétère, le parti tentant désespérément de prendre ses distances avec la majorité. Disons qu'Emmanuel Macron a pris un malin plaisir depuis le début de son mandat à siphonner l'électorat de droite, séduisant ainsi des partisans avec son approche économique libérale et dernièrement son revirement régalien. Pour les Républicains, il s'agit donc, avec ces élections régionales, dernière station avant 2022, de clarifier les positions et les convictions. En somme, chacun dans son camp et les vaches seront bien gardées. En vérité, le parti de droite joue là sa survie. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu sur un projet de dépassement. Le candidat voulait transcender le clivage droite-gauche qu'il jugeait d'un autre temps. C'est le fameux « en même temps » macroniste, depuis devenu leitmotiv. Une philosophie politique que l'on peut résumer comme étant à la fois de gauche et de droite, un projet qui consistait à vouloir centraliser le paysage politique, au fond de l'unir. Cette transformation n'a jamais véritablement été finalisée. Le nouveau clivage que le Rassemblement national et En Marche voulaient imposer n'a que partiellement supplanté l'ancienne sacro-sainte fracture entre la gauche et la droite. On est aujourd'hui dans un entre-deux, la mue politique, si l'on peut dire, n'est pas terminée, comme au milieu du gué. Le gouvernement lui-même se voulait le reflet de cette transcendance avec des membres de la société civile, indifférents donc des étiquettes politiques et des grands noms de gauche et de droite, enfin plutôt de droite, en soi une union politique. Aujourd'hui, celle-ci s'étiole, s'érode, se distord. Toujours est-il donc que les Républicains ne feront pas le cadeau à Emmanuel Macron de s'allier avec son parti lors des élections régionales. Ce serait renforcer le nouveau clivage au détriment de l'ancien. Pour 2022, ils n'y ont aucun intérêt. D'autant plus qu'il y a derrière des intérêts financiers. Le parti doit absolument éviter de réitérer la déroute qu'il a subie en 2017, aux élections législatives notamment. On le sait, en fonction des résultats obtenus, les formations obtiennent des dotations de la part de l'État. S'allier, c'est donc mécaniquement faire le choix de s'asseoir sur une partie des ressources financières nécessaires à la vie d'un parti. C'est souvent perçu comme un choix de faiblesse. Un parti vaillant ne s'allie pas, il existe en soi. L'union est presque impossible parce que les partis sont déjà en eux-mêmes un rassemblement où se retrouvent des militants partageant les mêmes convictions, les mêmes valeurs et ayant pour objectif commun l'exercice du pouvoir. En cela, ils sont déjà une union à part entière. Pour le régional, mais ça vaut également pour les autres scrutins tels que les municipales, on entend le mot union au sens d'alliance entre plusieurs partis différents. C'est la rencontre entre deux formations déjà formées. Et ce genre d'alliance ne va pas forcément de soi. Parfois, l'objectif affiché est ni plus ni moins d'obtenir plus de voix. On s'unit pour des raisons
purement politicienne. Pour qu'une union réussisse, il faut en vérité que celle-ci repose sur des intérêts supérieurs, que les électeurs y voient un gain, une plus-value. Souvenez-vous, lorsque Marine Le Pen avait annoncé son accord passé avec Nicolas Dupont-Aignan lors du second tour de 2017, d'aucuns y avaient vu un échange de bons procédés. L'un s'alliait dans le but de devenir Premier ministre en cas de victoire, l'autre le faisait pour accroître ses chances de gagner. Néanmoins, à l'annonce, certains électeurs ont pour le moins été surpris, fustigeant une alliance qui n'était que manœuvre politicienne. Toute union en vue d'une élection se doit de couler de source, d'être perçue comme évidente. Le projet doit également être en de nombreux points similaires. Le grand écart en politique est rarement bénéfique. La quête ultime, c'est la cohérence. À gauche, au contraire, l'union semble tomber sous le sens. D'aucuns pensent que c'est là la seule manière pour la gauche de retrouver le pouvoir et donc de l'emporter. Pourtant, force est de constater qu'on est encore loin de l'union et qu'il reste de nombreuses épines avant d'y parvenir. Alors, l'union à gauche n'en est pas pour autant nécessairement impossible et j'en veux pour preuve dernièrement l'annonce des partis de gauche qui ont réussi à se mettre d'accord pour conduire une liste commune durant les régionales dans les Hauts-de-France, liste dont Karima Delli prendrait la tête, Karima Delli qui est une écologiste. Reste néanmoins l'écueil des idées, les partis doivent se mettre d'accord pour s'entendre sur les idées et les mesures à défendre et c'est là le plus compliqué. Karima Delli et sa liste commune au régional, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Mais alors, si ce n'est pas les dissensions qui coincent, où est le problème? La réponse se trouve peut-être dans l'exemple marseillais. Rappelez-vous, le printemps marseillais, lors des élections municipales, était une coalition de certains partis de gauche avec comme objectif la conquête de la mairie de Marseille. Pour autant, celle-ci n'a pu voir le jour qu'à l'issue d'âpres négociations en interne pour accoucher d'un projet commun, mais surtout pour savoir qui serait le plus à même de conduire la liste. Benoît Payan, devenu aujourd'hui maire, avait à l'époque dû laisser sa place à Michèle Ruby-Rolla, plus consensuelle, maintenant première adjointe. La personnalité de celui qui mène l'alliance est souvent un obstacle à sa constitution. La politique, c'est avant tout une affaire d'ego, ça vous le savez. Les unions sont parfois rendues impossibles par ceux qui les portent. À gauche, c'est peut-être aussi une des explications. L'hyper-personnalisation du pouvoir entrave la formation d'alliances. Aujourd'hui, et c'est encore plus vrai pour l'élection présidentielle, plus qu'un programme, on choisit celui qui le défend, on élit un homme, une femme, moins un projet. Si la gauche a tant de mal à s'unir, c'est parce que le choix de celui ou celle qui va conduire l'alliance est loin d'être évident. Chacun pense avoir sa carte à jouer, chacun juge qu'il est le mieux placé pour représenter l'union. Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat à la présidentielle, semble être plus réfractaire à la formation d'une coalition à gauche. Cela dit, Jean-Luc Mélenchon dernièrement a proposé aux autres partis de gauche de conduire 6 listes communes pour les régionales. Et sur ces 6 listes, la France Insoumise ne prendrait la tête que d'une seule. Alors, il ne faut pas non plus se leurrer, cela n'est pas dénué d'intérêt pour le patron des Insoumis. Ainsi, premièrement, il a le beau rôle parce que c'est lui qui est à l'initiative et il ordonne les autres partis de se positionner. Il les met devant leurs responsabilités. Si les partis refusent, lui pourra dire et aura beau jeu de dire que c'est lui qui a proposé et que les autres ont refusé. On le sait, la France Insoumise peine à se faire élire lors des élections locales, ça leur réussit que très peu. Ainsi donc, s'unir leur permettrait d'obtenir plus de voix et aussi Jean-Luc Mélenchon ainsi donne tort à cette idée selon laquelle il serait forcément opposé à l'union. Je vous rappelle qu'en 2017 déjà, Jean-Luc Mélenchon avait un peu été accusé par les autres partis de gauche d'avoir tué dans l'œuf toute union en refusant obstinément de s'allier avec Benoît Hamon à l'époque. Et on se rappelle l'issue en 2017, la gauche, la France Insoumise avait obtenu 19,5%
des voix, Benoît Hamon 6% des voix. Si on fait un calcul mathématique très simple, 19 plus 6, la gauche aurait certainement pu arriver au second tour et donc ainsi potentiellement être élu. Et ça, les électeurs de gauche ne l'oublient pas. Jean-Luc Mélenchon, avec cette proposition assez généreuse, il faut le dire, eh bien, a en tête ce calcul politique. Yannick Jadot et Anne Hidalgo, pas encore candidats mais probables prétendants, appellent tous deux à l'union des forces et espèrent être celui ou celle qui sera à la manœuvre. Renoncer à un poste glorifiant, à la lumière, n'est jamais évident en politique. Parfois, ça l'est au prix des idées. Et c'est d'autant plus difficile que notre système politique est fait de telle manière qu'il encourage que très peu l'union. Si on assiste à une hyper-incarnation des idées, c'est aussi parce que l'on vote bien souvent en France dans des scrutins uninominaux, qui plus est majoritaires. Concrètement, ça signifie que l'on choisit dans la plupart des cas un seul candidat pour une fonction précise. Et quand bien même le scrutin se veut plurinominal, il ressort bien souvent dans les esprits qu'une seule personne. Petit aparté pour réagir à l'actualité, Xavier Bertrand a annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle, c'est donc officiel. Alors c'est pas une surprise, on le savait plus ou moins, mais désormais ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques. C'est la logique qui était celle de la Ve République, du général de Gaulle. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Pour les partis, le choix des candidats qui vont mener campagne est loin aussi d'être évident. Preuve en est avec actuellement les discussions à droite pour savoir qui sera le candidat. Si Xavier Bertrand a décidé d'annoncer actuellement sa candidature à la présidentielle, c'est aussi pour court-circuiter ses opposants, les autres candidats qui veulent aussi se présenter. C'est le cas notamment par exemple de Valérie Pécresse. Ainsi donc Xavier Bertrand veut apparaître comme le candidat naturel de la droite et veut surtout éviter une primaire qui lui serait pas forcément favorable. Et puis autre exemple pour prouver cette hyper personnalisation du pouvoir, tout récemment, Marine Le Pen a dit qu'elle démissionnerait de son poste de présidente du Rassemblement national courant été prochain pour pleinement s'impliquer dans sa campagne présidentielle. Alors pourquoi un tel choix ? Tout simplement d'abord parce que Marine Le Pen ne veut pas être la candidate du Rassemblement national, elle veut être celle qui va rassembler, elle veut elle aussi conduire une union. Alors une union, c'est pas non plus le grand écart, mais une union à droite. Et puis Marine Le Pen veut prendre ses distances avec le Rassemblement national, ne pas être simplement la candidate de ce parti qui encore aujourd'hui porte chez certains un sens très lourd. Enfin, Marine Le Pen aussi veut s'inscrire dans cette idée que l'on peut se faire, cette idée gaulienne de l'élection présidentielle. C'est exactement la même idée que Xavier Bertrand, c'est-à-dire que en 2022, pour la présidentielle, ce sera un homme ou une femme qui rencontre le peuple avec son projet, loin des appareils et des partis. Et ça, c'est donc un peu la geste gaulienne, et c'est la preuve, on est toujours face à cette hyper-incarnation des idées, une hyper-incarnation qui nuit à la formation d'alliances. François Bayrou, président du MoDem, défend corps et âme l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Pour lui, c'est le seul moyen de redonner du corps à la démocratie, de la vivifier et de représenter plus fidèlement le choix des électeurs en favorisant les coalitions. L'idée avait été reprise par Emmanuel Macron en 2017, mais elle semble aujourd'hui enterrée, les élections législatives étant dans un peu plus d'un an. Avant cela, en juin, ce sera les élections régionales, un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, favorisant de fait les coalitions. La gauche s'unira-t-elle au premier tour? Rien n'est moins sûr. Pourtant, au second, c'est le jeu démocratique. Les perdants reportent leur réserve de voix sur les candidats encore en lice. On choisit donc celui qui est le plus proche de nos idées. Il y a fort à parier que la gauche s'allie entre autres avec les écologistes pour espérer remporter le scrutin. À droite, les Républicains ont d'ores et déjà annoncé leur réserve quant à un rapprochement avec la République en marche au second tour, pour les raisons que l'on a déjà évoquées. Le parti macronisme, de son côté, devra choisir en fonction des territoires entre la gauche et la droite, un scrutin qui
on peut le dire, lui est assez défavorable, le parti prônant le dépassement de ce même clivage. Même parvenus de haute lutte au pouvoir, les unions doivent encore démontrer leur résistance, leur solidité. Il n'est pas rare de voir des alliances se déchirer une fois élues. Mais il y a également d'autres raisons de s'unir hormis les élections. Parfois des événements exceptionnels ordonnent l'union. Nos dirigeants se retrouvent par la force des choses contraints à faire bloc face à une menace commune qui se contrefiche des divisions idéologiques ordinaire. Ce fut le cas lors des attentats de 2015 par exemple, ce le fut également à l'occasion de la prise de conscience collective début 2020 lorsque l'on a appris la diffusion massive d'un virus que l'on ne connaissait pas encore, la Covid-19. L'union n'est cela dit rarement durable, elle décline au fur et à mesure, la politique reprenant ses droits et avec elle les divisions habituelles. Mais il est normal que ces unions soient de courte durée. Une démocratie ne peut être saine que si le débat d'idées, les oppositions, les divergences prévalent. Ainsi, fort heureusement, l'opposition discute aujourd'hui des mesures prises par le gouvernement pour contrer l'épidémie, d'autant plus qu'il s'agit de décisions exceptionnelles qui peuvent, sur certains points, priver de libertés fondamentales. Une démocratie où l'union serait la loi, serait-elle réellement une démocratie? La question se pose. En vérité, l'union a lieu d'être quand celle-ci est motivée par un projet commun. Parfois, des unions au forceps qui ne vont pas de soi peuvent néanmoins déboucher sur des compromis et donc des avancées. Se mettre autour de la table, négocier, c'est déjà en soi un exercice démocratique. Vous savez, c'est la majorité en démocratie qui l'emporte. Avec des alliances, on rajoute en quelque sorte une étape démocratique. Mais attention, une union qui annihilerait toute contestation serait à l'inverse une terrible menace. Enfin, finissons-en là. En 2017, Emmanuel Macron avait été élu sur un projet d'union entre la droite modérée et la gauche socialiste. Ça, on l'a dit. Cette volonté s'est en réalité heurtée à l'exercice du pouvoir. La politique du président est critiquée, jugée trop à droite, pas assez équilibrée. Le risque pour 2022, la perte d'un électorat qui lui est précieux, celui des socialistes libéraux. Il n'est pas dit que les conquêtes sur les terrains de droite soient suffisantes pour compenser les pertes à gauche. S'il veut espérer être reconduit pour un second mandat en 2022, Emmanuel Macron devra, une fois l'épidémie passée, s'atteler à la formation d'une nouvelle union en donnant des gages à des partis pour le moment frustrés. La tare de toute alliance, c'est de faire des déçus, de ne pas parvenir à contenter tout le monde. Table rase donc à Emmanuel Macron de cultiver cette union transpartisane en vue de 2022. Car le président en aura besoin de cette union, encore plus s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen. Il est une autre alliance qui s'étiole avec le temps, c'est le Front républicain bien sûr, et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci n'apparaît plus aussi évident qu'il ne le fut.